Une créature venue d'ailleurs, punissant les coupables, les innocents. Et tous les autres. Attends. Et bonsoir à tous. Oui, parce que ce soir, c'est le soir. On se retrouve dans un nouvel épisode de l'analyse. L'analyse est de sortie, pour être plus précis. On est le jour de la sortie du film dont on va traiter, qui est tout simplement The Monkey. Alors The Monkey, de quoi ça parle rapidement? Alors The Monkey, c'est une histoire qui traite de deux frères, Bill et Hal, si je me souviens bien, qui tombent un jour sur un singe mécanique, un jouet datant d'une époque ultérieure, qui a appartenu à leur père disparu, on ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu, et ils vont se rendre compte que ce singe a un mystérieux pouvoir. Bon, déjà il est un petit peu flippant, mais en plus de ça il a le pouvoir de tuer une personne au hasard dès que quiconque tourne sa clé. Sauf qu'en fait le film est décomposé en deux parties distinctes, l'une où les frères y sont ados, et l'une où les frères y sont plus ados mais ils sont adultes, et où ça se passe en théorie de nos jours. Pour une fois, voilà, j'ai commencé par le pitch, avant même de présenter la personne à ma gauche qui va parler toute seule. Vas-y. Waouh, je suis très intimidé, j'ai rarement l'occasion de faire du podcast. Je bégaye. Non, c'est faux, c'est toujours moi. On enregistre effectivement le mercredi, la sortie du film. On essaie de sortir l'émission vendredi, j'espère que vous l'avez vendredi. On va faire tout notre possible pour. Et tu peux commencer à en parler, hein. Je crois que tu t'es un petit peu renseigné. Oui, c'est une nouvelle qui date de 1980. Je crois que tu avais commencé à la lire de ton côté. Bon, alors on va parler un petit peu de ça. On peut parler de ça tout de suite. On parle tout de suite de la nouvelle. Je pense que de toute façon, on y reviendra très souvent parce que moi, en plus, comme on en discutait tout à l'heure en off, je suis pas mal lecteur de King. J'avais commencé à lire il y a 5-6 ans Christine Running Man, donc beaucoup de ces livres qui ont quand même été adaptés en film. Bon, il y a quand même quelques années, même quelques décennies. Dans le cas de ces deux-là, en fait quasiment tous. Hein. Mais c'est vrai que cette année, j'avais envie de découvrir pas mal des penchants littéraires, des films que j'aime beaucoup. Donc j'ai pu lire Carrie, découvrir Carrie. Bon, en vrai, c'est pas un film non plus qui me passionne à fond, mais voilà, j'ai découvert son premier bouquin, La Ligne Verte, qui est vraiment un film, en tout cas le film de Darabont est une excellente adaptation, ça c'est clair. Et du coup récemment je suis sur Shining, et c'est vrai que le singe, moi c'est un livre que j'avais récupéré, tu sais, je crois dans les boîtes, tu sais, les fameuses boîtes à livres là, ça fait un peu mystérieux, tu vois. Ouais. Mais avant ça, j'avais eu la chance de participer, tu sais, à une lecture avec un conteur dans la bibliothèque de ma ville. Il y a genre 8-9 ans, tu vois, donc ça date un peu, quand j'étais au lycée. Et c'est vrai que c'était assez glaçant, parce qu'on va en reparler, mais même si le film de Os Perkins est censé être une adaptation officielle, il y a énormément de différences entre les deux, ce qui est normal puisque, comme tu l'as dit, c'est avant tout une nouvelle, c'est pas un roman, même si effectivement on sait que King a souvent et de plus en plus dans sa carrière, notamment quand on voit des livres comme Shining ou Le Fléau, ou même La Ligne Verte, hein, qui, même si c'est une œuvre sériale qui a été publiée sur plusieurs volumes, je crois que c'est 6 ou 8 volumes de 80 pages. On est quand même sur un auteur qui est très prolifique évidemment, mais qui a tendance à écrire des livres longs. Donc forcément, à côté de ça, en parallèle de ces gros romans, il lui arrive de faire pas mal de nouvelles. Et il me semble que The Monkey, enfin le singe à la base, c'est un livre qui fait une 60aine de pages. Donc je vais revenir rapidement sur le pitch original, qui est assez proche en fait, sauf que la différence c'est que on retrouve directement les deux frères adultes qui retombent sur le singe qui les a tant fait cauchemarder. Et le point de vue est un petit peu différent, mais on va y retourner quand on parlera un peu du film. Alors toi, il me semble que tu es un peu familier quand même avec le cinéma d'Os Perkins, ce qui moi n'est pas trop le cas. Tu peux le présenter un petit peu Ouais, Os Perkins, l'année dernière, il a réalisé Long Legs, qui avait beaucoup divisé. Hein, déjà, je pense que on en avait parlé aussi, le cas de The Monkey, hein, qui risque d'un peu divisé. Long Legs, donc avec Nicolas Cage, qui était grimé. Long Legs, c'est assez spécial. Moi, je sais que
J'avais pas mal d'attentes. J'avais vraiment beaucoup aimé la première partie du film. Je trouve qu'après, ça s'écroule complètement à partir du midpoint, malheureusement. Après, moi, j'ai pas vu son Hansel et Gretel. Je n'ai pas non plus vu son segment, enfin son épisode du remake de la 4ème dimension, chapeauté par Jordan Peele. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a un pied dans le cinéma et dans le cinéma d'horreur depuis longtemps, puisque c'est aussi le fils d'Anthony Perkins, qu'il a joué dans des films depuis les années 80. Hein. Oui, mais du coup, Anthony Perkins, pour ceux qui le situent pas, c'est quand même Norman Bates dans Psycho. Il a joué aussi le rôle principal dans Le procès d'Orson Welles. Et donc, du coup, lorsqu'il a joué dans la fameuse suite qui a aussi divisé, mais qui est quand même, moi je trouve, est vraiment un bon film. D'ailleurs, petite dédicace à Anto, qu'on a interviewé il y a 2 semaines, qui avait parlé justement et qui avait défendu Psychose 2. Et donc du coup, dans Psychose 2, on a la première apparition au cinéma de Os Perkins, qui jouait la version jeune, la version... enfant de Norman Bates, oui. donc de son papa, Anthony Perkins. Mais le truc, c'est que en parallèle de sa carrière de cinéaste, il a quand même fait pas mal de petits rôles de figuration, etc. Mais oui, c'est clair que c'est surtout un réalisateur qui fait parler de lui depuis quelques années. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il va aller vers une carrière plutôt dans le cinéma de genre, plutôt dans le cinéma d'horreur, mais avec toujours des résultats qui vont pas mal diviser. Ouais, c'est l'impression qu'on en a. Longlegs avait une très très grosse communauté de fans et aussi une très grosse communauté de gens qui n'aimaient pas du tout le film. On a aussi James Wan à la production. Donc James Wan, le papa de Saw, Conjuring, Insidious, des moins heureux Aquaman. Ouais. Mais les deux, voilà. Les 2 films, qui est donc quelqu'un qui est bien placé dans l'horreur depuis une vingtaine, trentaine d'années. On a la distribution Theo James, qu'on a vu dans la trilogie Divergente. Il disait un truc, mais moi il me faisait penser à... Il est aussi dans la série The Gentleman. Putain, il me fait penser à... Au début je me suis dit, mais c'est bizarre, on dirait James Franco. Il a un petit air. Ouais. D'ailleurs, Theo James, du coup, qui joue les deux jumeaux. Hein. Tatiana Maslany, qui joue la mère. On a aussi Elijah Wood qui a un petit rôle, et Adam Scott dont on a parlé récemment, et qui est en ce moment aussi très très mise en lumière grâce à la série Severance, qui joue donc très furtivement le papa des jumeaux. Donc dans la scène d'intro qui pour moi est probablement la meilleure scène du film. Et oui, donc du coup c'est un film, je sais pas comment était ta séance, mais moi c'est vrai qu'elle était relativement bien remplie. Bon, il y avait quelques relous, mais bon, globalement j'ai l'impression que le film va faire son petit bonhomme de chemin. Je pense que c'est un film qui peut fonctionner commercialement. C'est aussi faut savoir que le singe, on va en parler rapidement, parce que je pense qu'on va pouvoir se lancer réellement dans le cœur du sujet, mais il faut savoir que c'est quand même un jouet emblématique qui a réellement existé, qui était vraiment flippant dans les années 50, qui, je crois, si je ne me trompe pas, comme c'était le cas pour certains jouets mécaniques, a eu des dysfonctionnements, et donc du coup ça existe, je crois, le les petit vidéos côté creepy, tu vois. Avec ces dysfonctionnements. Il faut savoir que le design original, en tout cas le jouet tel qu'il existe, c'est non pas avec un tambour comme vous le voyez sur l'affiche du film et dans le film de Perkins, mais avec des cymbales, ce qui pour moi est un peu plus flippant quand même, hein, qu'un tambour. Ouais. Et aussi le jouet a été un peu démocratisé via Toy Story 3, et je sais que ça a été un peu un trauma pour beaucoup de gens. Tu veux dire peut-être pour notre génération, en tout cas, voilà, si tu veux. Mais faut savoir qu'il y a eu quand même une adaptation non officielle en 85, Le Singe du Diable, donc réalisé par Kenneth Burton, qui n'est pas un film qui a marqué beaucoup les gens. Par contre, là je vais te surprendre, mais il y a un film qui indirectement reprend cette figure, qui est le Monkey Shines de George Romero, Incident de parcours en français, qui, en tout cas dans ses rééditions récentes, moi je l'avais chopé en Blu-ray, met en scène justement sur la jaquette le singe à cymbales. Évidemment, dans le film, c'est pas un singe mécanique, mais c'est un singe apprivoisé, donc un vrai singe qui est élevé pour aider les personnes tétraplégiques et paraplégiques. Et donc on va faire une boucle, puisque en réalité peu de gens connaissent le film de Romero. Par contre, tout le monde connaît l'épisode de Malcolm avec Craig qui est handicapé et qui se fait attaquer par un singe tueur.
Donc en fait, ça vient de là, indirectement. J'avoue, je connaissais pas le film de Romero non plus. Moi, je l'avais vu avec Antoine il y a 2 ans. Franchement, le film est ni bon ni mauvais. Il est plutôt sympa en vrai, mais c'est surtout extrêmement bizarre. Donc voilà, il y a ça, et c'est clair en tout cas que l'aura de la nouvelle de King fait que on a cette nouvelle adaptation, et moi je trouve même c'est étonnant qu'il n'y en ait pas eu avant en fait, parce que le potentiel est vraiment super. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, mais c'est vrai que c'est un peu particulier parce que même si dans le livre original on avait cette idée d'un singe qui peut selon son bon vouloir, alors je me souviens plus justement si je crois que c'est vraiment le singe qui fait ce qu'il veut avec ses cymbales pour déclencher des morts. Alors il faut savoir que dans le film le singe agit un peu comme la mort dans Destination Finale. Ouais, c'est ce que je l'avais noté, ça. C'est vraiment purement une sorte de destination finale. Il y a quelqu'un qui enclenche quand même. Ouais. Mais il y a un clin d'œil à la fin quand même. Je sais pas si le personnage sur le cheval. On peut-être pas spoiler. Mais bon, enfin, je veux dire, c'est littéralement personnifié, quoi. Oui. Non, mais on va faire comme d'habitude, on va faire étape par étape. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une sorte un peu, je dirais même une destination finale un peu de luxe, hein, même, je dirais. Tellement la DA est bien léchée, c'est joli. Oui. Parce que destination finale, quand même, bon, il y a ce côté très marqué par le temps hein, maintenant. Mais oui, il y a un nouvel épisode qui sort en avril, il me semble d'ailleurs. Mais sans Tony Todd, du coup. Mais du coup, ouais, non, c'est vrai que effectivement, ça fait vraiment penser à Destination Finale en termes de concept. Après, c'est pas l'essentiel de la trame, donc je pense qu'on peut faire, on peut parler un petit peu de l'histoire. Donc effectivement, ça se passe avec une scène d'introduction où tu as le père des jumeaux dont on ne sait pas qui il est, qui veut ramener justement son singe dans un magasin de prêteurs sur gage ou qui reprend les objets. Là, il l'avait ajouté précédemment. Ouais. Et ah non, je suis pas sûr de ça. Si, parce qu'il dit on reprend pas oui. les articles et les jouets notamment. Sauf que lui dit que c'est pas un jouet. Oui, parce que du coup la baguette, elle est encore elle s'est pas encore déclenchée. Ce qui va amener en fait à la mort du personnage, du vendeur. Et amener vers la transition où on va découvrir donc notre personnage principal, donc Hal, qui n'est pas joué, je crois, par le même acteur que son frère. Hein. Je crois que les jeunes. J'ai pas l'impression, j'ai pas vérifié. Non, là où la version adulte est effectivement, les versions adultes c'est le même acteur. Oui, c'est même un petit peu exagéré sur les looks. Ouais. Mais alors moi déjà il y a un truc qui m'a un peu gêné, je trouve, c'est qu'il est bien précisé que le film débute en 99, donc on comprend bien que quand ils vont grandir, on arrivera à l'époque actuelle. Sauf que, alors je pense que c'est totalement volontaire, mais du coup c'est vrai que c'est un désir un peu de brouiller les pistes. Alors ça reste un point de détail, mais c'est vrai que on n'est pas du tout dans les années 90, enfin ou même 2000, je veux dire. Comment ça ? On dirait clairement que ça se passe en 80. Quand la fin partie en 99 ? Ouais, que ce soit au niveau de la photo, que ce soit au niveau des décors, ça fait vraiment pas du tout 99-2000. Il y a ce côté-là aussi un peu dans Longlegs, où en fait j'ai l'impression que Osgood Perkins, il a un peu ce fétichisme des années 80-90, au niveau de ses personnages, de leur tenue vestimentaire, etc. Et je pense qu'il a aussi envie de dépeindre une Amérique, tu sais, un peu parfois profonde. Et donc une Amérique qui est peut-être restée un peu ancrée dans une certaine époque. Je pense que c'est un peu son désir et ce qu'il aime faire. Moi, il y a un personnage dans The Monkey qui me rappelle vraiment le personnage du tueur dans Longlegs, et j'ai l'impression que c'est un peu... Du coup, c'est le gamin ? Le gars qui se déguise en flic. Ouais. Qui a un peu un style similaire au tueur, avec un peu une histoire qui pourrait s'en rapprocher. Je vois. Ouais. Enfin, il y a un truc autour de ça, et j'ai l'impression que Perkins, c'est un truc qui l'intéresse. Et effectivement, ouais, le niveau temporalité, c'est un peu étrange. Même à l'époque actuelle, ou quand c'est censé se passer en 2024, il n'y a pas une grosse différence. Mais après, encore une fois, je pense que c'est voulu, parce que comme tu l'as dit, c'est vrai que je n'ai pas le budget en tête, mais c'est quand même un film qui visuellement est extrêmement léché. On sent très joli. Le budget qu'il a quand même des budgets relativement confortables, surtout pour des films d'horreur. Donc c'est quand même un film qui est pas très long, qui dure à peine plus d'1 heure et demie, qui a un casting du coup avec certes quelques guests, mais relativement modeste. Donc c'est clair que à ce niveau-là, il a pu se donner
se donner au niveau des effets. Par contre, c'est vrai que moi, ce qui me pose problème, c'est plutôt dans la construction du film. On viendra après sur l'aspect purement réalisation de King, mais c'est vrai que moi, je trouve que la tenue de l'histoire du film, franchement, c'est assez bancal. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir que je crois que ce n'est pas le cas dans la nouvelle, si je me souviens bien, mais là, les frères sont ennemis, ils se détestent, ou plutôt, il y en a un qui rejette complètement, Bill, du coup, rejette complètement Hal, le personnage principal. Et en fait, je sais pas pourquoi, il s'est senti obligé, comme un peu à l'instar de Carrie, tu vois, de rajouter des bullies, que des filles d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi, pour l'humilier en fait. Ce qui va permettre à Hal de se rendre compte des pouvoirs du singe qui n'arrête pas de réapparaître à lui, un peu comme s'il lui offrait une chance de se venger. Mais c'est vrai que ça semble un peu rajouté au forceps parce que c'est un peu un élément qui signifie écoute, il faut qu'on ait un déclencheur pour aller vers la suite, pour déclencher l'événement tragique qui nous fera arriver à la partie actuelle. Et moi, c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu artificiel, mais à part ça, c'est vrai qu'il y a vraiment une tenue dans la partie où ils sont enfants, donc ça prend environ une demi-heure sur 1h30. Ça reste quand même une portion congrue, mais c'est vrai qu'en fait, c'est assez intéressant de découvrir la façon dont le singe fonctionne, parce que sur ce point-là, ça reste assez subtil. Au début, on a peu de meurtres, même si le premier meurtre, en tout cas, qui arrive de la main, on va dire, des jeunes, est quand même un peu étrange. Je sais pas si tu as remarqué, mais le singe prend en fait le contrôle d'une personne, tu vois. D'ailleurs, je crois que c'est ouais. Le gars lâche le couteau, plus ou moins. Enfin, j'ai l'impression qu'il se rate. Après, moi en fait, le film me dérange pas tellement dans ce genre de questionnement, puisque le prends vraiment comme une grosse fable absurde. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'a envie de raconter Perkins dans ce film. D'être vraiment sur un film absurde. Tu sais. Et c'est peut-être pour ça que j'ai plus apprécié ce film que Longlegs, parce que Longlegs m'avait dérangé à un moment, il y avait une cassure qui dénotait complètement avec le reste du film, que j'ai pas réussi à digérer. Et ici, il y a une sorte pareil, à la moitié du film, on apprend un truc sur le frère jumeau, c'est un peu assez absurde, honnêtement. Mais moi, ça m'a pas gêné, parce que tout le ton du film est dans ce sens-là, en fait. Tu parles de quoi, là ? Quand on apprend que c'est le frère un peu qui essaie de choper le singe pour se venger de l'autre frère. Par contre, ça arrive bien plus tard, ça. Ça arrive à moitié du film. Un peu une plus. heure. Quand ça manipulait son frère, quoi. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là. Oui. Tu vois, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le film est tellement dans l'absurde que ça me dérange pas vraiment. Il y a aussi tout le personnage de la mère qui est presque un personnage sorti de Camus, qui raconte toute l'absurdité de la vie, finalement. La mort, on vit, on meurt, on profite de la vie, puis après on trépasse d'une manière plus ou moins violente, tu vois. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce que raconte le film, avec toutes ces morts un peu incongrues, un peu dans ce déchaînement de gore. On en parlait tout à l'heure aussi, et j'y m'étais un peu renseigné, et c'est vrai que Perkins disait aussi que le décès de ses deux parents l'avait un peu marqué, dans le sens où son père est mort du sida, et sa mère est morte dans les attentats du 11 septembre. Et en fait, pour lui, c'était inconcevable, tu vois, ces deux morts-là. C'était tellement de l'absurde total, quoi. Pourquoi mes parents sont morts de cette manière ? Pourquoi pas naturellement, vieux ou quoi ? Et ce qu'il disait, c'est qu'il avait plus ou moins envie de traiter de ça dans ce film, avec un peu plus de maturité que dans sa jeunesse, quoi. Donc en fait, tout ça fait que les grosses ficelles et l'absurde du film, je les prends, et je boude pas mon plaisir à côté. Mais après, je comprends ce que tu veux dire. Là, c'est vrai que je suis pas encore allé à fond, mais c'est vrai qu'autant il y a des ficelles qui me dérangent pas, autant c'est vrai que j'ai été assez gêné, mais peut-être parce que je m'attendais pas tout à fait à ça, parce que comme je te disais, on va pouvoir revenir rapidement sur le bouquin. J'avais en tête le livre, la nouvelle encore une fois, parce que évidemment tu peux pas adapter une nouvelle de 50 pages dans un film d'1h30, donc il faut un peu plus de matière, mais il faut savoir que même si beaucoup d'éléments sont repris depuis la nouvelle, par exemple le fait qu'il
qui balance le singe au fond d'un puits, ça c'est dedans. Mais je trouve qu'en termes d'adaptation, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de très très différent, parce que même si le film essaye parfois vraiment d'installer un climat de tension, de terreur, etc., ça reste un film pour moi, qui scie la branche sur laquelle il s'assit, parce que c'est un film qui veut quand même toujours faire rire. Il y a beaucoup de oui, second degré. C'est très très drôle. Ouais. C'est assez drôle, ouais, ça va, mais... Perso, ça a beaucoup ri dans ma salle. Moi, un petit peu, mais... Moi, j'ai pas mal ri aussi, tellement. d'ailleurs. Mais le film est relativement drôle, mais moi, le problème, c'est qu'il désamorce, en fait, beaucoup de situations qui pourraient être sérieuses, et faut savoir qu'il y a beaucoup de morts à l'écran, qui sont quand même pas mal ingénieuses. Ouais, c'est très créatif. Il y a du boulot à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, mais moi, ce qui me gêne vraiment, c'est que, encore une fois, on est sur une adaptation officielle. Et c'est vrai que le ton, moi, est totalement en décalage par rapport à ce que j'attendais. Après, c'est une question d'attente. Je te rappelle qu'on est sur une critique... on est en tout cas sur un ressenti à chaud, mais ça n'a rien à voir, en fait, au niveau du ton. Oui. Surtout, en plus, comment je l'ai découvert. C'est-à-dire que le singe, à la base, en fait, c'est vraiment... Déjà, c'est un récit introspectif. Donc, on est dans la tête de Hal, où tout est à la première personne, si je me souviens bien. Okay. Et en fait, tu as vraiment ce côté excessivement descriptif. Je crois que je me souviens bien, c'est un huis clos. C'est plutôt un huis clos, en tout cas tout se passe autour de la maison. Alors même si tu as 2 temporalités comme dans le film, déjà la période enfant, c'est un flashback. C'est pas la première période, puis puisque travel, on arrive à la version adulte. En fait, c'est c'est un retour sur les souvenirs et sur ce qui s'est passé dans l'enfance. Et donc c'est évidemment beaucoup plus sérieux. C'est très premier degré, évidemment, comme la plupart des œuvres de Stephen King. Enfin, franchement, il suffit d'avoir lu par exemple Le Fléau. C'est assez c'est un auteur qui est très premier degré, mais surtout qui va traiter aussi le fantastique de façon assez terre à terre, dans le sens assez classique, dans le sens où il n'y a pas d'explication. En général, c'est juste c'est fantastique parce que c'est fantastique. Et également, on va aller sur des sur comme je disais, sur une approche classique de l'horreur, par exemple. Alors, il parle pas toujours d'horreur, par exemple Running Man, qu'il a écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman. Alors c'est peut-être pour ça que les sujets est très différents, parce qu'on est plus proche d'une critique de la société, moins qu'une histoire fantastique ou horrifique. Mais par exemple, dans Christine, la grosse différence avec le film de Carpenter, c'est que c'est un fantôme, en fait. Il y a dans le livre, la voiture n'est pas douée de conscience, c'est son ancien propriétaire qui est le fantôme et qui conduit cette voiture. Alors que dans le livre dans l'adaptation de Carpenter, c'est vraiment la voiture qui a sa propre conscience. Et donc c'est clair que dans le récit original du singe, le singe a également sa propre conscience, ce qui fait que du coup personne n'a actionné sur ces cymbales. Et donc c'est vrai que même si le film d'Osperkins essaye de garder de temps en temps cette ambiance, je trouve ça dommage qu'ils veulent absolument dynamiter ce récit-là, que je trouve d'ailleurs pas, comme je disais tout à l'heure, a pas si bien tenu que ça, surtout dans la partie adulte. Une fois qu'on commence à découvrir un petit peu toutes les ficelles et qu'on a ces histoires secondaires qui s'imbriquent avec, comme tu disais, le gamin qui est au service de Bill, le fils qui sort un peu de nulle part de Hal. Enfin bref, j'avoue que je suis pas très fan scénaristiquement de cette deuxième partie, je comprends. Mais c'est quand même un film qui est assez généreux au niveau des morts, notamment la mort la mort avec le nid de frelon qui est... Ça c'est cool. Enfin c'est cool. Qui est complètement dingue, franchement. C'est cool, mais on n'a pas trop envie d'être à sa place, quoi. Ah bah non, c'est sûr, mais oui, en tout cas, non, mais il y a de la créativité. C'est ça. Mais après, je suis d'accord que scénaristiquement, je préfère la première partie aussi. Enfin, je veux dire, j'aime vraiment toute la partie quand ils sont gosses, même quand tu vois, jusqu'au motel à peu près, je trouve ça cool. Avec l'explosion dans la piscine, etc. Enfin, je trouve ça sympa. Mais ouais. C'est vrai qu'après, on s'y perd un peu, quoi. Après, moi, dans cette absurdité, quoi. Je crois que mes adaptations préférées de King, c'est celles qui sont un peu dynamitées, d'un sens. Moi, j'aime beaucoup, effectivement, Carpenter, il respecte quand même le matériel de base, mais oui, complètement. Il le reprend quand même à sa sauce. Moi, j'adore la version de Kubrick de Shining, que King déteste absolument.
Et là, je trouve ça sympa aussi que Perkins se soit approprié un peu King et se dise j'ai envie d'y insuffler un peu mes propres questionnements, mes propres envies, mes propres névroses, tu vois. Après, effectivement, je pense que scénaristiquement, c'est pas irréprochable. Le truc, c'est que je suis pas en train de dire que c'est une trahison, encore une fois, parce que une adaptation se doit d'être un minimum libre. Tu citais Kubrick et Carpenter, qui effectivement... Alors, quand même, Christine, c'est relativement proche du bouquin, mais il y a des différences et on sent sa patte. Et pour moi, Christine, en termes d'adaptation, c'est absolument formidable. Mais on a aussi d'un autre côté les films de Darabont, donc c'est-à-dire les Évadés, La Ligne Verte et The Mist, qui sont très fidèles, mais qui sont en même temps d'excellentes adaptations et de très bons films. Et c'est clair que, comme je disais, pour moi, c'est pas non plus une trahison parce que Os Perkins, c'est un réalisateur qui semble avoir son propre univers, mais j'ai été un peu gêné par les tribus qui se voient obligés de faire, en mode la première victime, elle s'appelle Annie Wilkes, clin d'œil. Un moment, il y a une Madame Torrance. Et d'ailleurs, je trouve, alors je pense que c'est une coïncidence, mais la maman des petits, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Kathy Bates, qui a joué Annie Wilkes dans Misery. Très excellente adaptation aussi. Je trouve, mais je pense que ça n'a rien à voir. Il y a aussi des refs directs à Shining. Dans la maison de Bill, le premier piège, c'est une hache, littéralement la même qu'utilise Torrance pour tuer Halloran dans Shining. Et on a aussi une référence, mais du coup, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, au livre directement, puisque pour moi, la meilleure mort du film, c'est effectivement ce nid de frelon qui vient éclater l'intérieur de ce jeune garçon qui ressemble bizarrement un petit peu à DG de Padawan. Et effectivement, c'est un nid de frelon, comme le nid de frelon qui blesse Danny au début du livre Shining, quoi. Donc voilà, en fait, il essaye quand même de se dire regardez, j'adapte quand même peut-être qu'il y a peut-être des choses qui sont conscientisées, peut-être pas d'autres. Genre, je sais pas si c'est voulu par exemple les frelons, tu vois. Mais non, je pense après, je pense que Perkins, effectivement, ça doit être un gros fan de Stephen King, donc forcément qu'il y a mis des refs. Il a été entre guillemets adoubé. Bon, après, il faut savoir que Stephen King, il aime toutes ses adaptations sur le papier, quoi. Alors que la disparité entre la qualité de ses adaptations est assez énorme, quoi. Ouais. Non, je crois qu'il y en a genre 80, un truc comme ça. Mais récemment, on a eu un remake ou une nouvelle adaptation, je sais plus, de Charlie. Tu sais, la fille qui a des pouvoirs pyrokinésiques, qui avait été adaptée à la base à la fin des années 80. Je me souviens plus de l'autre nom, mais je crois que c'est Charlie, en français. Donc voilà, on va quand même aborder le point de la réalisation, parce que effectivement à ce niveau-là, Os Perkins, c'est pas un manche. Alors il faut savoir quand même que peu de personnes le savent, mais Anthony Perkins a réalisé des films également. Il y a eu 3 suites à Psychose, dont le très bon Psychose 2 dont on parlait tout à l'heure, qui est sorti 22 ans après l'original. 24 ans 22 Non, 22. Mais à partir du 3e, c'est lui qui prenait en charge les réalisations. Donc en 88 et 92, je crois. Donc voilà, fils d'acteur-réalisateur. Donc moi je trouve que il est extrêmement compétent. C'est un réalisateur qui sait gérer son rythme, qui a vraiment une mise en scène élégante et qui sait bien préparer ses setup payoff. Notamment, on a quelques éléments visuels qui reviennent un petit peu plus tard. On a beaucoup de préparation avec notamment parfois des scènes dont on se demande pourquoi est-ce que c'est pas coupé plus tôt, etc. Les meurtres sont... Bon, moi je les trouve vraiment très rapides, mais ils sont super bien mis en valeur. Bon, je suis pas le plus qualifié pour parler de réalisation pure, mais c'est clair qu'à ce niveau-là, il y a franchement, on boude pas son plaisir quand le film veut un peu se bouger, quoi. Également, les effets pratiques sont top. D'ailleurs, je pense, je parle d'effets pratiques, tu vois, je l'ai dit sans y réfléchir, mais je parle d'effets pratiques alors que... Je pense que c'est un joli mix des deux. En fait, c'est très bien fini, le film est très soigné. Le film est très soigné, il n'y a rien qui me sort du film, honnêtement, tu vois, en termes de technique, c'est très très joli. Non, pour moi, le gros problème du film, et moi, ce qui me l'a rendu assez peu sympathique, et c'est pas que j'ai détesté le film, je moyennement apprécié, mais c'est surtout que j'avais vraiment l'impression d'être légèrement extérieur parce que le ton du film
me laissait un peu en dehors. Et avec ce côté un peu bancal du scénario, où tu as vraiment une cassure quoi, après la partie des jeunes, où ça devient un peu plus plan-plan. Et on va dire ce qui reste le plus intéressant, c'est vraiment ces meurtres, enfin ces morts. Mais d'un autre côté, faut dire, comme on parlait d'absurde, c'est qu'en fait il y a vraiment cet enchaînement, en fait, c'est-à-dire que tous les personnages secondaires sont absurdes, que ce soit le prêtre, que ce soit l'agente immobilière, que ce soit le mec qui ressemble à DG, l'oncle, la tante. Ouais, c'est ultra caricatural. C'est vrai, hein. Mais moi après je peux comprendre. Ouais, après c'est sûr qu'il va jusqu'au bout avec la scène de destruction de la ville, d'ailleurs, qui est peut-être aussi une référence à Carrie, parce qu'il faut savoir que dans le livre, Carrie ne détruit pas juste son école, mais détruit la ville. Voilà. C'est peut-être une ref, encore une fois. Je pense que c'est vraiment beaucoup un pot pourri, un peu de tu vois, il est un peu comme moi. Même le singe, il est absurde en soi. Parce qu'il se téléporte, il réapparaît, il se fait couper, il saigne. Ouais, ça me dérange pas. Tu vois, ouais, mais je veux dire, en fait, le concept qui personnifie le concept en lui-même est absurde. Oui, mais c'est l'élément fantastique principal. Ouais, bien sûr. Ça, j'ai pas de problème pour le coup. Voilà. En tout cas, moi, je sais que quand j'avais vu Longlegs, ça m'avait déçu. Mais en fait, ce qui m'avait marqué surtout, c'était à quel point techniquement c'était super. Moi, j'avais adoré la mise en scène, la photo, les idées de cadre, c'était très riche, Longlegs. Moi, ce qui m'avait vraiment perdu, c'est le scénario, en fait. Et donc, quand ils ont annoncé The Monkey, j'étais très curieux de savoir ce qu'ils allaient faire d'une nouvelle de Stephen King, en fait. Et donc, effectivement, je suis pas déçu. Qu'on revient sur la technique, qu'on revient un peu sur le côté... Moi, j'aime beaucoup, après moi, c'est un truc, j'aime vraiment bien l'absurde, j'aime bien un peu le côté noir du film. Mais voilà, j'en conviens. Après, je pense que Perkins, c'est pas un très très grand scénariste. Ce serait peut-être bien en vrai que sur un prochain film il bosse avec une ou deux autres personnes. Ah, c'est lui qui scénarise tout ? Ouais, il écrit et réalise, c'est vraiment lui qui est dessus. Je sais plus pour Longlegs, je suis pas sûr que ce soit lui à l'écriture sur Longlegs. Mais en fait les deux films sont assez proches, hein. Thématiquement, je trouve, thématiquement, stylistiquement, il y a vraiment on sent vraiment la continuité dans son travail. Et moi je me souviens sur Longlegs, carrément j'ai presque fait un rapprochement. Je me disais putain, mais ce mec il a presque une patte qui peut me rappeler du Fincher sur un Zodiac ou sur un Mindhunter, tu vois. C'est plus au niveau de la photographie, ouais. Aussi de la photographie, et puis comme bien tu sûr. disais, de la temporalité qui essaye de singer les années 80, voire même 70. Hein. Franchement, on n'est pas là pour le coup. J'ai pas trouvé que c'était spécialement 80s porn. Malgré le fait que ça y ressemble et que pourtant ça veuille essayer de s'ancrer. Pour moi c'est du bullshit, tu vois, les dates qu'il met, on s'en fout. Oui. Mais c'est juste, ça m'a sauté aux yeux parce que je faisais forcément. En fait, le truc c'est que vu que je regardais ce film en sachant qu'on allait en faire une petite analyse, et j'ai essayé de faire super gaffe aux détails et c'est vrai que c'est un truc qui m'a tout de suite sauté aux yeux. Mais sinon, à part ça, je pense que les gens qui seront sensibles à ce genre de cinéma, à ce genre d'absurde, j'en suis certain. Je pense qu'on peut quand même conseiller le film, mais ce qui est sûr, c'est qu'il plaira pas à tout le monde et que ce style un peu jusqu'au boutiste de l'absurde qui rend un peu ces scénarios, qui rend un petit peu ces films, ça casse ou ça passe, ça passe ou ça casse, tu vois. Et ça va être difficile effectivement de réconcilier les deux camps dans tous les cas. Ouais, mais je pense que ceux qui ont été un peu énervés par Longlegs et globalement les gens ont été énervés pour la même raison, je pense que ça passera mieux ici puisque le récit dès le début assume son côté absurde et très fantastique, là où Longlegs avait vraiment une première moitié de film très très thriller, très très terre à terre, qui part vraiment ailleurs, hein. Et je sais que moi ça m'avait complètement déboussolé, et c'était le cas pour beaucoup de gens, et là The Monkey dès le départ a un postulat très très barré, donc je pense que même les gens qui ont été un peu déçus par Longlegs peuvent y trouver leur compte. Alors j'y mettrais quand même un bémol parce que certes le postulat est rapidement barré, mais contrairement à ce que je disais, le début est relativement sérieux en fait jusqu'au premier meurtre, le premier quart d'heure. Enfin en fait c'est plus la... Non. Pour moi l'intro avec le père annonce tout de suite la couleur quand même. Je sais pas, il y a un mélange entre le ton qui reste finalement toujours sérieux. En fait, comme si ces morts n'atteignaient pas la crédibilité, tu vois, de l'histoire auprès des personnages, tu vois, genre c'est comme si c'était impossible d'avoir une cassure, alors que pourtant il y a vraiment une
Non. Fracture. Il y a vraiment une fracture, je trouve, entre ce qui se passe dans le film et la façon dont c'est traité. Et c'est quelque chose que... C'est pour ça que je te dis ça, parce qu'au début, ça me semblait relativement crédible, parce qu'on découvre le singe, on découvre les règles un peu du film, et c'est vrai que plus ça va, plus ça devient, comment dire, absurde aux yeux du spectateur, mais pas forcément aux yeux des personnages non plus, parce que ça peut être aussi, cet absurde peut être incarné par des personnages secondaires qui sont juste des personnes chiantes, quoi. Mais c'est vrai qu'aux yeux du spectateur, ça fait comme une accumulation. Il y a une sorte de crescendo. Voilà. Mais moi, c'est ça que j'aime bien aussi, parce que les personnages principaux, en tout cas les deux jumeaux, ils sont, en fait, quand ils sont adultes, ils sont habitués à se merdier. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de peur, mais aussi un peu blasé, quoi. Un peu en mode, bon, ça reprend, ça nous fait chier, quoi. Et j'ai l'impression, du coup, c'est pour ça qu'ils sont pas si surpris par tout ce qui se déroule. C'est parce qu'ils en ont tellement déjà vécu, peut-être que... Voilà. Alors que nous, on avait fait vraiment crescendo du film. L'acting est très bon. Ouais, très très bien. Il n'y a pas vraiment de fausses notes. Les gamins sont bien. Les gamins sont cool, ouais. Ils jouent très bien. Ils ont tous ils ont quand même leur personnalité bien distincte. Et l'acteur, du coup, je me souviens plus du nom, qui les joue adultes, est vraiment charismatique. Oui, c'est lui qui jouait 4, je crois, dans Divergent. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Ouais, franchement, il est charismatique. Il est baraqué en plus. Non, mais le casting fait le taf. Il y a des petites apparitions sympas, comme on vous disait. Non, je pense que si vous aimez un peu ce genre de film, vous y trouverez votre compte. Et quand même, c'est un bon film avec un bon film entre amis, un bon film popcorn, un bon film tout court. Après, c'est pas le film de l'année. C'est pas le film de l'année, non. Mais c'est sympathique. Mais ça vaut le coup d'œil. Je pense que c'est des propositions qu'il faut soutenir. Parce que j'ai l'impression que le cinéma d'horreur hollywoodien, parfois, c'est quand même très très... tu vois, on te sert le minimum parfois. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu des prises de risque. C'est des auteurs un peu comme on en a parlé souvent, mais c'est un peu des auteurs comme Eggers ou des gens comme ça qui vont peut-être un peu relever le niveau du cinéma d'horreur américain, qui est parfois quand même très bas depuis quelques années. J'irais pas dire que c'est le niveau qu'ils vont relever, mais en tout cas qu'ils vont avoir toujours une approche différente. Et tu sais à quoi ce film m'a un peu fait penser, dans l'approche, dans la technique aussi. C'est Dream Scenario, dont on a failli parler. Oui, c'est vrai. Mais Dream Scenario, j'avais largement plus apprécié. Moi, j'étais pas fan. C'est marrant. C'est drôle, mais. Ouais, moi, quand j'étais sorti de la salle, j'étais pas convaincu. Ouais. Et plus j'y repensais, plus j'avais apprécié. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté absurde et drôle aussi, qui traitait certes d'un sujet très différent, mais moi je trouve qu'il faisait. C'est vrai qu'il y a des points d'accroche. Mais je trouve qu'il y a quand même, c'est un peu entre guillemets cette vague de elevated horror. Oui, c'est ce côté-là. Qui est con en termes de surnom, ouais. Mais il faut quand même dire que c'est des films qui ont clairement des points en commun, quoi. Je pense qu'on a tout dit. On a fait un peu le tour. Ouais, du coup, on vous retrouve très rapidement dans une émission qui ne traitera pas de films d'horreur, parce qu'indirectement, c'est vrai qu'on a parlé d'un film d'horreur quand on a du film d'Anto qui était clairement un film d'horreur, mais la prochaine fois, vous aurez une comédie française, à moins qu'on l'ancienne. Parle d'une autre sortie récente. Il y a 2 choix possibles. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, l'émission régulière, on est content d'en parler parce que on a rarement eu l'occasion de parler de ce cinéma-là qui nous tient très à cœur. Et ça arrive très très vite. En tout cas, on compte maintenir le cap au niveau de la régularité. Ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Et de varier également les invités ainsi que les sujets et les types de films abordés. On se dit à très bientôt, soit pour une nouvelle sortie ou soit pour un épisode classique. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux où l'on poste régulièrement notamment des shorts en plus des podcasts, mais aussi des news et parfois, de plus en plus, je pense qu'on le fera, des avant-premières sur nos émissions. Par exemple, on avait publié quelques photos et peut-être prochainement quelques extraits de nos futures interviews qui arrivent bientôt. Salut! Salut!